Oui. Et j'espère qu'il verra réouvert. Mais ça, c'est une chose importante. Juste un mot sur l'association. Le but des associations de ce type-là aux États-Unis, c'est clairement de faire réouvrir une enquête. Mais au bout d'un moment, on se heurte, il faut des appuis politiques pour faire pression. Nous, on est, par exemple en France, on n'est que des volontaires, des citoyens qui essayons de mettre en place cette chose-là. Mais après, au-delà de ça, nos moyens sont très limités. Donc déjà, on débat entre nous, c'est déjà, si on peut mettre la puce à l'oreille aux gens, c'est déjà une première chose. Je voudrais juste que vous reveniez un petit peu sur la question de l'argent. On sent que vous ne voulez pas vous aventurer sur des terrains où vous n'avez pas de preuves. Il semble que vous ayez dit tout à l'heure que vous avez fait une enquête sur la piste de l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en avant-première par rapport à peut-être ce que vous voulez mettre dans votre film la prochaine fois? Est-ce qu'il y a des révélations que vous pouvez nous faire ce soir? Des révélations. Alors, l'histoire de l'argent, c'est... on a cherché pendant 6 mois un type qui travaillait dans les réseaux des pouvoirs de Houston. À Houston, il y a ça c'est les centres du pouvoir de l'énergie mondiale. Quand il y a une décision à prendre, qu'il soit une décision de part des Arabes, une décision de part des Américains, des Français, je ne sais pas quoi, c'est à Houston qu'il y a une décision. C'est la capitale mondiale de l'énergie. Alors, ce type-là, il travaillait là-bas. Et on a su qu'il avait des documents qui pouvaient être intéressants pour nous pour reconstruire la route de l'argent. Donc on a cherché de les rencontrer, de parler avec lui. C'était très difficile. Et on les connaissait seulement comme Mr. Green, Monsieur Vert. Et donc on parlait avec ce Mr. Green et on cherchait de les convaincre à avoir un rendez-vous avec nous. Et chaque fois parler avec lui, c'était pas facile parce qu'il ne pouvait pas téléphoner. Il devait envoyer un email qui arrivait à une autre personne, etc., etc. À la fin, ça retournait la réponse à nous. À la fin, il a accepté. Et bon, on a fait un voyage qui s'est déjà, pour moi que je l'ai vécu, c'était comme un film. On est arrivé à Washington. À Washington, il y a quelqu'un qui a cherché de nous conseiller de ne pas poursuivre les voyages. Mais on est allé ailleurs et on est arrivé à Houston. De Houston, on a reçu un coup de téléphone et on a pris une voiture. On s'est retrouvé dans une autre ville du Texas. Et un autre coup de téléphone, et comme ça, et à la fin, on est arrivé dans un endroit du Texas où il y avait un motel, style Paris, Texas, avec tous les fenêtres un peu sales, tous les trucs comme ça, les chambres horribles. Et en face à l'hôtel, il y avait des restaurants Ferrari. J'ai pensé de manger, je sais pas, la pizza, des trucs comme ça, mais j'ai trouvé des saucissons dégoûtants. Et c'était vraiment un restaurant des Texans, je sais pas, avec les chapeaux, ils étaient vraiment des vrais Texans. Bon, à la fin de ce voyage, qui était, je peux dire, un peu aventureux, et il me semblait de vivre un film, on s'est trouvé en face au Mr. Green. Il a accepté de se faire interviewer et on l'a interviewé avec les visages obscurés et on a changé la voix aussi. Il a nous commencé à raconter l'histoire de l'argent et comment il s'est trouvé impliqué dans ça. Un jour, il y a
un type qui avait perdu dans sa société, il était le responsable commercial de la société, il ne trouvait pas 50 000 $. Donc il a appelé Mr. Green pour les retrouver. Donc il a commencé à chercher cet argent et à la fin il est arrivé dans une ville qui s'appelle Phoenix aux États-Unis, et dans cette ville il a trouvé un arabe qui était en train de faire entraînement du vol, et il a découvert que l'argent était fini à lui. Mais il a aussi découvert que c'était un arabe un peu étrange parce qu'il faisait des choses étranges, et donc il a pris des suspects sur lui. Il a commencé à enquêter sur lui. Il a découvert que de lui, de ce moment-là à 2 mois, il y aura eu le 11 septembre. Donc, il a appelé l'FBI, il a tout raconté, et l'FBI n'a rien fait. Il a commencé à faire des copies de tout ce qu'il avait trouvé. Et après le 11 septembre, après il s'est rendu compte qu'il avait raison, il a pris peur, il n'a plus rien fait. Alors, quand on l'a trouvé et il a parlé avec nous, il a nous donné aussi des cartes de ça. Les cartes qu'il avait trouvées. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, les cartes? Les cartes, il y a dans les cartes des transferts bancaires. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est. Oui. Bon. Et des transferts bancaires, il y avait des chèques. Et il y avait, si on lit les cartes, il y a toute la route de l'argent, jusqu'à qui a payé, jusqu'à les chèques qui arrivaient aux pirates. Les chèques, c'est signé au nom de pirates. Non, c'est pas pirate sur le chèque. Bon, les noms de l'arabe. Alors, les premiers transferts, sur le premier transfert est signé 10 milliards de $. Et c'est un transfert qui ça conduit à 1994. Donc 10 milliards de $ payés dans les 1994. Cet argent a été payé par les royaumes de l'Arabie Saoudite. Alors, 10 milliards de $ sont sortis de l'Arabie Saoudite, payés pour les royaumes, pas payés pour un quelconque citoyen de l'Arabie Saoudite, mais les royaumes de l'Arabie Saoudite. Donc cet argent a traversé l'océan et arrivé à une banque qui s'appelle Bank of New York. Non, c'était pas mal la musique. Et alors, il est arrivé à la Bank of New York, 10 milliards de $. Il y avait un procureur américain qui était en train de faire une enquête, un procureur qui est très connu, qui s'appelle Morgenthau. Dans le passé, il a fait beaucoup d'enquêtes. Et donc, il était en train de faire une enquête. Il avait découvert ces 10 milliards de $ qui étaient un peu étranges. Et donc, il a bloqué l'argent. Après quelques temps, est arrivée une personne qui a réussi à les débloquer. Cette personne était le maire de New York, qui s'appelle Rudolph Giuliani. Alors, l'argent a été débloqué par Rudolph Giuliani, qui est garanti pour l'argent, et l'argent a traversé pour la 2e fois l'océan. Et cette fois-là, il est arrivé en Europe. Il est arrivé dans une banque italienne qui a des propriétés d'un Allemand
qui vit en Suisse et qui est nazi et musulman. Si, quand on a rencontré ce type, qui est très sympa par ailleurs, on est allé chez lui, il était vraiment une personne magnifique, et il avait ouvert la porte, je suis resté de marbre, pour la deuxième fois, dans l'enquête, parce qu'il y avait un portrait haut comme ça, de Hitler, et juste à côté, les portraits de Bin Laden. Et les types, ils soutenaient que Hitler, en fait, était musulman. Mais il ne pouvait pas le dire, mais il était musulman, il était sûr de ça. Et donc, c'est ça la raison parce qu'il a décidé de devenir musulman. Donc, il a reçu l'argent et avec cet argent, il a commencé à financer certaines choses comme la guerre en Bosnie, la guerre en Kosovo. Un peu d'argent s'est fini dans les réseaux des nazistes en Europe. Et après quelque temps, l'argent a traversé pour la 3e fois l'océan. Actuellement, la banque de cette allemand, suisse, italien, nazi, musulman, a été fermée. Donc, parce que c'est une des banques, ça ont découvert les magistrats, c'est une des banques la plus importante, sinon la plus importante du réseau d'Al-Qaïda. Donc, elle a été fermée. Donc, l'argent a traversé une autre fois l'océan, et cette fois-là, n'est pas arrivé à New York, mais beaucoup plus à l'ouest. Donc, il est arrivé à Houston. Quoi? Est-ce que c'est toujours la même somme? Non, il y a un peu d'argent qui est fini en Bosnie, en Kosovo et en Asie et en Europe. Donc, c'est un peu moins. Je ne sais pas combien, mais c'est un peu moins. Je n'ai pas fait les comptes. Mais, donc, est retourné à Houston. Non, pas retourné, est arrivé à Houston. Il est arrivé dans une société gigantesque qui, dans le 2003, a fait les plus grands cracks de l'histoire de l'économie mondiale, et qui s'appelle Enron. Les responsables commerciaux qui avaient demandé à Mr. Green de rechercher l'argent, il était le responsable commercial de l'Enron. Donc, l'Enron a géré cette énorme somme d'argent et a commencé à payer. Qu'est-ce qu'il payait? L'Enron payait, par exemple, les talibans pour conquérir l'Afghanistan. Il a donné plusieurs milliards pour ça. A payé beaucoup des autres choses, attentats un peu partout, et a payé les pirates. Les 19 pirates ont été payés chacun avec un chèque de 50 000 $, avec la signature d'un employé de l'Enron. Donc ça c'est... je ne sais pas s'il y a en racontant ça, il y a une fenêtre différente sur le 11 septembre. Sûrement, il y a l'histoire que je vous ai racontée, qu'on a vérifié, parce qu'on a pris des cartes, on a cherché de vérifier tout, donne des certaines responsabilités, des responsabilités certaines, pas comme ça, ce ne sont pas des réseaux, j'ai fait des noms. Et il y a des noms écrits sur la chose. Mais explique aussi la complexité de l'11 septembre. Comme vous avez vu, l'argent fait un peu le tour du monde, est passé entre les mains de beaucoup de gens. Il a vu impliquer gens des pays différents. Je ne sais pas si votre curiosité était satisfaite. Si c'était une révélation sensationnelle ou normale, je ne sais pas.
si tous ces gens n'avaient rien eu, enfin, il ne leur est rien arrivé malgré les faits que, enfin, les preuves qui ont été démontrées par rapport au transfert d'argent, des choses comme ça? J'ai pas compris. Est-ce que toutes ces personnes apparemment qui ont été, qui sont impliquées un petit peu là-dedans dans le transfert de l'argent, puisqu'on peut démontrer que l'argent est passé de main en main, ou elles ne sont pas inculpées, ou elles ne sont Non, pas... parce que sinon, ce sont nous qui on a les cartes. Donc, on n'est pas des magistrats. Donc, je pense je crois qu'il y a des autres personnes dans la planète qui ont les mêmes cartes. Parce que les cartes sont celui-là et ils ne sont pas finis dans une enquête parce qu'il n'y a pas eu des enquêtes. Donc on n'a pas pu aller chez un magistrat ou donner ça parce qu'il n'y a pas d'enquête. Donc on a les cartes et on espère qu'il y aura une enquête pour les donner. Donc pour l'instant c'est moi et vous et quelqu'un d'autre qui sait la chose, qui sait les raconte. Moi, je voulais dire, en 1999, il y a eu le début de la fondation d'ATTAC, ATTAC, Association pour les taxations, la taxe Tobin et l'action citoyenne en France et ensuite par Internet, des progressistes de beaucoup de pays qui se sont associés pour demander un contrôle financier et cette taxe, en particulier au niveau paradis fiscaux et des choses comme ça. Il y a eu l'Organisation mondiale du commerce qui, je ne sais plus si c'est 2000 ou 2001, qui aussi, ou un petit peu après, qui a existé. Et il y a eu l'introduction de l'euro ici, donc ça devait être le 1er janvier 2001. Alors, ce qui me semble évident, parce que, bon, je vous remercie pour ces documentaires-là, c'est que il est probable, bon, c'est comme ça moi que je vois les choses, je ne sais pas si vous, monsieur, c'est la même chose, mais qu'à un moment, des puissances aux États-Unis, aussi financières et militaires et autres, ont pu commencer au bout d'1 an et demi, 2 ans, à sentir que si beaucoup de forces progressistes par Internet, etc., commençaient à demander des explications ou des contrôles fiscaux et que leur suprématie depuis la guerre du Vietnam ou depuis plus de 50 ans pouvait être menacée, les documents que vous avez donnés vont tout à fait dans le sens de cette chose-là. Il y a aussi quelque chose que moi je voulais dire, c'est il n'y a pas qu'en Italie qu'il y a des gens qui se sont en partie réjouis en disant bon, ça fait quand même plus de 50 ans qu'ils essayent de contrôler tout au niveau des États-Unis, donc bon, on n'a pas sauté de joie, mais dans d'autres coins de France peut-être qu'ici, bon, ça fait pas longtemps que je suis ici, mais il y a des départements où il y a beaucoup de progressistes qui, sans se réjouir et faire une grande fête, on dit bon ben ils l'ont pas cherché, mais évidemment que des peuples ou des nations ou des personnes qui vivent de manière très malheureuse peuvent en avoir assez à un moment de voir l'arrogance des États-Unis. Puis moi, il y a quelque chose que je voulais vous dire à vous, monsieur, là. J'ai écrit il y a 3-4 ans pour un mouvement progressiste pour que des démocrates progressistes italiens qui étaient menacés gravement, s'y retournaient, s'ils étaient expatriés en Italie, restent en France. Bon, je crois qu'ils avaient pu rester parce qu'ils risquaient des choses assez graves avec au niveau de leur cité, pas au niveau de vol de voitures et des trucs comme ça. Comment se fait-il que M. Berlusconi, qui, d'après les informations que j'ai, est quand même quelqu'un vraiment de droite et assez dangereux, d'après ce que je peux savoir, semble avoir cofinancé ou être d'accord avec pour faire connaître le film ici? Et comment se fait-il que vous et d'autres, j'ai vu toute la liste des noms là, vous puissiez, semble-t-il, sans armes, sans protection, vous retournez peut-être demain là-bas en Italie, etc., dans les 8 jours, alors qu'ici, non seulement des syndicalistes et progressistes et militants de partis de gauche, dans leur vie privée parfois, bon, dans différentes régions, vivent de telles choses que ce ne serait pas envisageable pour les journalistes, comme un monsieur là-bas quelque part disait, comment se fait-il? Avez-vous un mandat? Et vous n'êtes pas obligé de répondre évidemment, mais aussi, comment se fait-il que comme ça vous parliez comme si c'était évident pour tout le monde et que votre vie
n'était pas menacé de dire des choses que nous savons, la plupart des progressistes, en France et ailleurs. Vous m'avez laissé sans mot. Alors, je pense que Berlusconi n'est pas d'accord avec lui. Si vous voyez les télévisions de Berlusconi, ils disent beaucoup de choses qui sont contre Berlusconi, mais ils font partie du jeu. Donc il gagne pour ça, et je pense pour lui c'est une opération financière, pas plus. Et il a refusé de faire passer sur les télés, et c'est plus important. Mais je peux parler librement parce que je pense qu'il y a une espèce d'autocensure médiatique gigantesque dans tout le monde, pas seulement en Italie, en France, mais quand même il y a encore un peu de liberté, on est en démocratie et donc j'ai la possibilité de le faire. Je suis surpris chaque fois que je viens en France qu'il y a un si gros tabou sur le septembre, chose qu'il n'y a pas par exemple en Italie. Il y a un tabou d'un point de vue politique, mais pas d'un point de vue des médias et des gens. Et c'est l'Italie du Berlusconi, comme vous avez ramené juste il y a une minute. Et donc je suis étonné parce que je pensais que la France était le pays de la liberté. Et j'ai découvert que c'est dans ces cas-là, je ne sais pas dans les autres, dans ces cas-là, c'est vachement pire que l'Italie.